On a tous déjà vécu une sensation étrange lors d'une discussion sur le don d'organes. Ça fait peur. Pourquoi ? Parce qu'on parle de la mort d'un parent, d'un grand-parent, d'un frère, d'une sœur. C'est une discussion qu'on repousse, qu'on évite. En même temps, c'est un choix personnel, mais qui se partage. Le don d'organes redonne la vie. Saviez-vous qu'un don de ces organes peut sauver jusqu'à 7 vies ? Le problème, c'est qu'en France, le refus de donner ces organes augmente. Pourquoi ce podcast ? Pour vous raconter la nouvelle vie de Marc, Léa, Mahamadou, Sana, Pierre et Marie-Claude. Ils ont tous été transplantés du foie. Sans ces dons, ils n'auraient pas été là pour nous raconter leur histoire. Écoutez Transplanté, une série de 6 témoignages de patients greffés du foie au centre hépatobiliaire de l'hôpital Paul Brousse, un établissement de l'assistance publique, Hôpitaux de Paris. Durant ces épisodes, Ghislaine Billard, infirmière coordinatrice de greffe, le docteur Léa Duo, hépatologue, et le docteur Daniel Pietraz, chirurgien de transplantation hépatique, vous accompagneront pour vous partager leur expertise. Grâce à ces témoignages, nous espérons que vos prochaines discussions sur le don d'organes parleront aussi de la vie. On y va, allez, on y va. Je m'appelle Ghislaine Billard, j'ai été infirmière coordinatrice de greffe au centre hépatobiliaire de l'hôpital Paul Brousse. J'ai suivi de nombreux patients avant la greffe, lors de l'appel de greffe et en post-greffe. Je vais vous accompagner tout au long de ce podcast pour présenter les différents témoignages, les replacer dans leur contexte et partager mon expérience d'infirmière coordinatrice. Épisode 3. Sana. Nous allons dans cet épisode écouter l'histoire de Sana. Sana, c'est une femme de 46 ans qui aura attendu sa greffe pendant 2 longues années. Elle sera transplantée en janvier 2022. Pendant 2 ans, Sana a été contrainte de gérer la maladie, sa vie de famille et ses enfants. La greffe, pour elle, c'est une nouvelle histoire, une nouvelle aventure avec de nouvelles habitudes. Alors, j'ai été longuement hospitalisée. Tous les 3 mois, j'étais hospitalisée ici à Paul Brousse parce que je faisais de l'acite, parce que mon foie se dégradait. Et jusqu'au moment, en septembre, j'ai eu un épanchement pleural. En fait, c'est de l'acide qui est dans l'eau, qui est monté au poumon. Et donc, ça a un peu dégénéré l'état de mon foie. Et à partir de ce moment-là, le médecin m'a annoncé que cet incident allait accélérer mon rang sur la liste des greffés. Et donc c'était en septembre et on m'a appelé en janvier 2022. Voilà, donc on m'a appelé en quelques mois. Je pensais que ça allait durer 1 an. Et finalement, il s'avère qu'on a trouvé un foie compatible avec mon rhésus. J'y croyais, mais pas trop. En fait, tant que ça n'arrivait pas, et puis comme on venait de m'annoncer que j'étais éventuellement sur un rang de liste de greffe, je m'étais dit bon, il faudra attendre 1 an à peu près, compte tenu du peu de dons d'organes. Et en fait, j'ai été très surprise qu'on m'appelle aussi vite, et j'ai été très 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 contente. Je m'étais pas préparée, en fait, je m'étais pas préparée à le après ou le pendant greffe, parce que pour moi, ça voulait dire que ce serait dans longtemps, ce serait pas tout de suite, on n'allait pas m'appeler. J'étais très à l'aguet de mes deux portables, parce qu'on m'avait dit surtout, on va vous appeler, donc soyez vigilantes. Donc je regardais en fait mes portables pour savoir s'il n'y avait pas un appel, mais en même temps je me disais, faut pas que j'y croie trop, parce que ça va venir dans longtemps. C'était un samedi, le 8 janvier. Je m'apprêtais en fait à regarder une série avec mon mari, comme on avait l'habitude de le faire. J'avais préparé un petit thé à la menthe. Et au moment où je m'assois, je vois que... donc j'avais tout préparé, et au moment où on commence à regarder le film, le téléphone sonne. Et j'avais enregistré le téléphone de Paul Brousse. Et là, on me dit « Bonjour, c'est l'hôpital Paul Brousse. Vous allez bien ?» Je dis oui. Et en fait, je savais déjà qu'on allait m'annoncer qu'il fallait venir. Donc, j'étais prise d'émotion. Et on me dit, il faut que vous veniez parce que ça y est, on a un foie pour vous. Mais ne prenez rien, prenez seulement des chaussons parce que vous allez passer quelques jours en réanimation. Prenez juste votre carte vitale et vos chaussons, et vous avez 2 heures, il était 21h30, vous avez 2 heures parce qu'il faut faire très vite pour venir.
Et donc, j'ai été très émue, j'ai commencé à pleurer. Elle m'a dit: «Surtout ne pleurez pas, c'est une bonne nouvelle pour vous». Ça s'est fait très vite parce qu'elle savait et elle m'a dit: «On vous attend». Donc, j'ai raccroché, j'étais prise par l'émotion et mon mari, en plus, à ce moment-là, au moment où je me dis: «C'est pas Paul Brousse», et mon mari, en fait, me dit à haute voix: «Non, ne me dis pas que c'est l'hôpital». Donc il s'attendait en fait à cet appel-là. Et du coup, je raccroche et je me dis: «Bon, faut pas que je pleure, faut que je prenne». En fait, j'ai 3 choses à faire, c'est prévenir mes parents, prévenir mes enfants et appeler le taxi. Et donc, je me suis dit: «Bon, tant pis pour le thé, on laisse tomber». Et je lui dis: «Tant pis pour la série, on laisse tomber». Et je lui dis: «Il faut que je monte voir mes enfants», parce que c'était la priorité pour moi. Je rentre voir mes enfants dans leur chambre et je leur dis: «J'ai quelque chose à vous dire». Et en fait, ils m'ont entendu dire «Oui, j'arrive», tout ça. Et donc, mes enfants commencent à pleurer et je leur dis: «Surtout, non, il faut pas pleurer, il faut me donner du courage, parce que ça va être une grande épreuve». Je savais que c'était quelque chose qui était vraiment très, très dur à vivre. Et je leur dis: «Surtout, faut pas pleurer». Et ma fille m'a dit: «Maman, est-ce que tu vas revenir?» Et je lui dis en rigolant pour la réconforter: «Écoute ma fille, si je ne reviens pas, tout le dressing sera pour toi». Et elle m'a dit: «Non, maman, je veux pas le dressing, je veux que tu reviennes». Et je lui dis: «Je reviendrai». Ma mère, je l'ai appelée après pour lui dire, voilà, maman, l'hôpital m'a appelée, elle me dit: «Bon, j'arrive, je vais rester avec les enfants». Faut savoir que les enfants avaient à l'époque 18 ans. Et j'ai dit à ma mère: «Maman, les enfants sont assez grands pour se garder, ils ont pas besoin, c'est moi qui ai besoin de toi. Viens avec moi». En fait, les enfants sont assez grands et ils ont pas besoin d'une nounou, et moi, j'ai besoin que tu m'accompagnes et que tu restes avec moi là-bas. Parce que peut-être», je lui dis, «peut-être que je vais revenir, peut-être que le foie n'est pas compatible, peut-être que voilà», parce qu'on m'avait quand même préparé à ça. Docteur Daniel Pietraz, chirurgien de transplantation hépatique. Lorsque l'équipe de prélèvement d'organes valide l'organe chez le donneur, nous dit ok, c'est bon, on y va. C'est à ce moment-là que l'équipe de coordination chez nous au centre hépatobiliaire va voir le patient qui attend le plus souvent dans sa chambre, puisqu'il est le plus souvent déjà arrivé à l'hôpital. Le patient attend dans sa chambre et c'est à ce moment-là qu'on donne ce qu'on appelle le hockey foie, c'est-à-dire c'est bon, l'organe est beau, on y va, on descend en bloc. Et donc, mes parents sont arrivés, j'ai appelé le taxi et aussitôt, nous sommes allés à l'hôpital. Ma mère est venue avec moi dans le taxi, mon mari est parti avec mon père. Et nous sommes arrivés donc la nuit du 8 janvier à l'hôpital. Il était 23h30. Avec du recul, je me suis dit que, en fait, il faut s'informer. Vous savez, c'est comme quand on annonce à une femme qu'elle va avoir un bébé. Et que après la naissance du bébé, voilà comment ça va se passer. Mais la femme, en fait, tant qu'elle n'a pas vécu cette grossesse, donc la greffe en soi, elle ne peut pas comprendre et elle ne veut pas se projeter. Donc, le conseil que je donnerais, ce serait de s'informer. Le avant, moi je m'étais informée sur le avant, mais je ne me suis pas informée sur le pendant et le après-greffe. Malgré que ma coordinatrice m'avait dit, lisez, informez-vous. Mais en fait, je ne voulais pas me donner de faux espoirs en me disant « Ah, ça va se passer comme ça va se passer comme ça, et puis ça va venir vite ». Parce que pour moi, c'était tellement... j'avais encore du mal à me rendre compte que ça y est, je suis sur la liste et je suis dans un rang qui a été en priorité. Ghislaine Billard, infirmière coordinatrice de greffe. Alors, comment s'informer? Bon, il y a plusieurs façons. Tout simplement déjà avec votre équipe référente, médecin et infirmier coordinateur. Et puis aussi sur le site internet de l'Agence de la biomédecine. Et aussi, on a des brochures au sein de l'hôpital que l'on peut vous donner. Et il y a aussi une autre chose, c'est les associations. Alors par contre, j'insiste sur une chose, c'est que la recherche personnelle sur Internet peut être des fois délétère. Le mieux, c'est d'en parler à votre médecin ou coordinateur qui, lui, vous dira sur quel site aller. Alors, j'ai été hospitalisée pendant 1 mois. J'ai eu des séances de kiné, j'ai réappris, en fait, j'ai eu du mal à accepter ce nouveau greffon. Parce que je me suis rendu compte que j'avais changé. J'avais changé physiquement, j'avais perdu du poids,
J'ai eu du mal en fait avec les émotions, puis le après, et puis le fait de ne pas s'être informée, ça me met aussi en doute plusieurs choses, plusieurs sentiments, plusieurs émotions, parce que mine de rien, on a un nouvel organe, mais on a aussi des nouveaux sentiments. On a des nouvelles émotions qui arrivent. Et en fait, je pense que si je m'étais informée auparavant, je me serais attendue et j'aurais réagi d'une manière différente, dans le sens où j'étais préparée. Là, en soi, je n'étais pas préparée. Et donc, je suis restée un mois avec beaucoup de mal. Voilà, je pleurais beaucoup, j'avais très mal. Et puis, j'étais pas préparée. Faut dire la vérité, je n'étais pas préparée. J'étais à la fois très contente et à la fois j'avais peur. J'avais peur parce que, mine de rien, on est dans un endroit où on est chouchouté, on a les infirmières, on est soigné, on est accompagné. Voilà, on a les heures fixes pour les médicaments, on a les heures fixes pour les repas, et puis on lit aussi des liens avec les infirmières, parce que bon voilà, j'ai été hospitalisée auparavant, donc il y a des infirmières qui venaient me voir et puis on discutait, enfin c'était très entourée, j'ai été très accompagnée. Et en fait, j'ai eu peur, d'être lâchée parce que j'avais plus cet ensemble hospitalier qui m'accompagnait, qui m'aidait, qui vérifiait ma température, qui vérifiait ma cicatrice, qui vérifiait tout ça. Et le fait de sortir, j'ai eu très peur aussi. Très peur aussi parce qu'en plus on était en plein Covid, d'être baignée dans ce monde et dans la foule. Ma famille m'attendait. J'ai été très prise d'émotion parce que je me suis dit un mois, je suis partie ne sachant pas si j'allais revenir ou pas. Et puis, il a fallu reprendre mes marques. J'ai eu beaucoup de mal à marcher parce que, bon voilà, j'avais très mal. Donc, ça s'est très bien passé dans le sens où mes enfants avaient pris donc la relève au niveau de la maison. Donc, ils étaient vraiment aux petits soins. Ma famille aussi était aux petits soins. Donc, voilà, j'ai été quand même très, très bien reçue, très bien accompagnée à la maison et avec mon entourage. Alors, il y a eu des petites difficultés parce que, bon, la cicatrice, c'est très grande. La première chose qui m'avait surprise, c'était mettre mon soutien-gorge. On a l'habitude de mettre les agrafes devant et de tourner le soutien-gorge. Et là, comme la cicatrice arrive juste là, eh ben, il fallait s'adapter à mettre le soutien-gorge à l'arrière. Porter un sac à main, en bandoulière, qui frôle la cicatrice, j'ai appris à le mettre du côté gauche. Alors, je le mettais du côté droit. Les escaliers, voilà. Il y avait plein de petites choses qui, en fait, c'était de l'appréhension et c'était de la peur. Et c'était surtout, je protège ma cicatrice pour la petite chose au quotidien. Puis j'ai fait aussi très attention, des tâches ménagères, pas porter le bac à linge avec le linge mouillé, pas prendre l'aspirateur, pas monter la serpillière ou le balai. Donc il y avait toutes ces petites choses au quotidien qui ont fait que hop, stop, non, je protège ma cicatrice, je me protège. Je crois que j'ai mis 6 mois, voire 9 mois avant de reprendre. Je sortais pas, j'avais peur de rencontrer du monde, j'avais peur qu'on me bouscule. J'avais peur que, dès qu'il y avait un enfant qui était près de moi, j'avais peur pour un geste qu'il puisse me frôler. J'ai commencé à sortir, je crois, 1 mois après ma sortie d'hôpital. On était encore en plein Covid, enfin mi-Covid. Certains portaient le masque et pas d'autres. Donc moi, je voulais aussi me protéger. J'avais peur des infections. J'avais peur, on était en période de février-mars, donc c'était aussi les moments de la grippe, tout ça. Donc j'avais très peur. Les activités sportives en elles-mêmes et les activités culturelles, je les ai pas reprises tout de suite parce que j'avais très peur du monde, j'avais très peur de la foule et je voulais surtout me préserver. J'étais pas surprise parce que en fait, les médicaments qui étaient prescrits sur l'ordonnance étaient les mêmes que les médicaments qu'on me donnait à l'hôpital.
En plus de ça, j'avais commencé à mettre en place les médicaments dans un pilulier. Mon mari m'avait apporté un pilulier parce que l'infirmière nous avait dit attention, il faut prendre les médicaments à des heures fixes au petit déjeuner et qu'il y avait un certain temps de 12 heures, il me semble, entre la première prise et la dernière prise du soir. Donc, j'ai pas été surprise par l'ordonnance en soi-même parce que, voilà, il y avait rien qui avait changé entre mon hospitalisation et la maison. La seule chose qui avait changé, c'est que j'avais ça. Docteur Léa Duhaut, hépatologue. Alors après une greffe du foie, et c'est la même chose après toutes les greffes d'organes, effectivement il y a un traitement anti-rejet à prendre. Le traitement anti-rejet, c'est aussi ce qu'on appelle le traitement immunosuppresseur. C'est un traitement dont l'objectif est de diminuer les défenses immunitaires de l'organisme afin de permettre à l'organisme d'accepter ce nouvel organe, ce corps étranger entre guillemets, pour ne pas qu'il se défende contre lui. En transplantation du foie, quand le patient rentre à la maison, il a 3 molécules dans le traitement immunosuppresseur. Une des molécules finalement va être arrêtée assez rapidement, 2 à 3 mois après la greffe, et puis plus on va s'éloigner de la greffe, et plus ce traitement immunosuppresseur va être diminué. Ce traitement est quand même associé à certains effets secondaires. On sait notamment que ça peut augmenter le risque d'infection. Il s'agit de traitements qu'il faut prendre le plus souvent 1 ou 2 fois par jour, à heure fixe, et ce, à vie. D'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est que j'ai changé mon habitude alimentaire au petit déjeuner pour un petit clin d'œil aux infirmières qui m'apportaient toujours 4 biscottes. Et bien là, depuis ma sortie d'hôpital, je prends tous les matins 4 biscottes et en fait, c'est un petit mémo technique qui me permet de me dire les biscottes, c'est les infirmières et les infirmières, c'est ça. Une fois, j'étais à l'extérieur, j'avais mangé au restaurant et j'avais pas apporté mon petit pilulier parce que j'avais changé de sac et je l'ai pas prise au moment du dîner, mais le soir, je suis rentrée, j'ai pris ma douche, j'ai oublié et c'est le lendemain, je me suis dit mince, j'ai oublié. Et voilà, je me suis dit que ça servait à rien parce qu'on m'avait dit que surtout si vous avez oublié une prise, il faut surtout pas rattraper et le prendre derrière. Donc voilà, c'est la seule et unique fois où j'ai oublié. C'est ma survie, les médicaments. C'est ce qui me permet d'être là et d'avoir revécu. Donc, pour moi, prendre un café le matin, c'est prendre ses médicaments. Donc, non, ça accompagne. Et c'est ce qui me permet de me dire qu'aujourd'hui, j'ai été greffée et que je suis une survivante. Il faut savoir qu'après ma greffe, j'ai perdu 17 kilos. Ce n'est pas 17 kilos de graisse. Parmi les 17 kilos, c'était aussi essentiellement de l'eau, l'acide. Parce que je faisais des œdèmes, tout ça. Au début, ça m'a fait un peu peur, parce que 17 kilos, c'est pas anodin. Et puis après, ça m'a fait du bien, ça m'a fait plaisir, parce que j'arrivais à rentrer dans mes vêtements, puisque avant, avec l'acide, forcément, on rentre pas dans ses vêtements. Et puis en fait, avec la cortisol, on a de plus en plus faim, parce qu'on reste à la maison, et que quelquefois on est tout seul, et qu'on a envie de manger. On a envie de manger du sucre, parce que je suis très sucre. Mais on se dit, ah non, attention, on m'a dit que pas trop de sucre, pas trop de sel, donc ça a été un petit peu difficile, je l'avoue. Et du coup, j'ai repris un peu mes kilos. Donc c'était ça à la maison. Mais au restaurant, quand je sortais avec mes amis ou ma famille, je faisais très attention de ne pas prendre des choses salées comme les pizzas, comme les sandwichs, parce que je me suis dit non. Et à chaque fois, en fait, cette phrase-là me disait on n'a pas fait tout ça pour ça. Et il fallait pas que je dérogue à la règle en me disant on m'a dit que je pouvais une fois par semaine me faire un petit plaisir, mais pas dans le salé, parce que il faut pas oublier que l'acide et les œdèmes sont dus au sel. Et je voulais pas retomber dans le sens où il fallait je me rappelais des épisodes où on me faisait des ponctions, où on me vidait d'eau, et c'était essentiellement dû au sel qu'on peut présenter dans les aliments. Donc du coup, toute mon alimentation a aussi changé. Je ne prenais plus de conserve. J'ai limité le sel aussi dans la cuisson de mes repas. Il y a tout ça, toute cette alimentation a changé de mon côté, mais c'est pas une contrainte en soi. Et puis, il faut que je fasse aussi attention à ne pas prendre les aliments interdits.
J'aime beaucoup la grenade. Il y avait la salade, il y avait des grenades à l'intérieur. Donc, je me suis aussi, j'ai dit au serveur, s'il vous plaît, vous m'enlevez la grenade, mais je veux cette salade-là. Histoire de compenser aussi, j'ai pris la salade avec la grenade, mais sans grenade, mais c'était une compensation pour moi. Mais à côté de ça, j'ai pris, un petit dessert, un petit cheesecake pour le côté plaisir. Après la greffe, l'alimentation ne doit pas être un problème. Elle doit se gérer, elle doit être équilibrée. Et il faut savoir se faire plaisir, sans abus, sans excès, se faire plaisir malgré tout. Et bien sûr, il y a quelques aliments qui sont interdits, tels que le pamplemousse, la grenade, le millepertuis. Et puis, on évitera effectivement la première année tout ce qui est cru, poisson cru, viande crue. Mais hormis ça, on se fait plaisir, on mange naturellement et équilibré. Alors, je pratiquais 2 fois par semaine du sport. Alors, je n'étais pas une grande sportive, mais je faisais 1h30 de tout ce qui est cardio, tout ce qui est gainage, musculation un petit peu, pour raffermissement en fait des muscles. Beaucoup d'abdos, je travaillais sur tout ça. Et depuis, j'ai arrêté, par peur. On faisait beaucoup d'exercices, par exemple au sol, sur le ventre, sur le dos. Et en fait, c'est toujours une question de préserver ma cicatrice. Parce que j'ai peur. Je ne veux aucun contact qui puisse toucher ma cicatrice. J'ai eu beaucoup de mal à accepter ma cicatrice. Parce que lorsque je me suis réveillée de la réa, la première chose que j'ai vue, c'est ma cicatrice. Et je voyageais aussi beaucoup. Et puis, j'ai arrêté. J'ai repris là que depuis quelques temps. Je voulais, 5 mois après ma greffe, je voulais aller à Zanzibar. C'était mon rêve. Et en fait, compte tenu de la distance, compte tenu aussi des différents vaccins, le médecin me l'a fortement déconseillé. Il m'a dit, Zanzibar, vous irez plus tard. Il faut au moins attendre les 1 an. Ghislaine Billard, infirmière coordinatrice de greffe. Donc ma greffe, c'est ce qui va me permettre de continuer ma vie, de pouvoir continuer à voyager si j'aimais ça. Alors bien sûr, avec quelques contraintes, je vais prévoir ce voyage, envisager des vaccinations si besoin. Donc on ne part pas sur un coup de tête, on ne se dit pas vendredi, samedi, je suis au Baléares ou n'importe. On va vraiment essayer de préparer ce voyage. C'est vraiment la seule différence qu'il y a avec avant la greffe. C'est tout. Donc du coup, je me suis refoulée sur le Maroc. Et donc, je suis allée, depuis ma transplantation, je suis allée au Maroc avec beaucoup de précautions. Donc c'est pareil, je ne buvais pas l'eau du robinet. Je faisais attention, par exemple, lors de mon voyage, je n'ai pas porté ma valise. Je n'ai pas porté de sac. Donc ça aussi, il faut faire très attention à ne pas porter de poids. Quand on est greffé, on est une personne différente. Et il faut surtout prendre conscience qu'il faut prendre soin de son corps, mais surtout de sa cicatrice. Donc il y a eu plein de dispositions. Alors ma priorité, quand j'ai fait ma valise, c'était le nombre de cachets, le nombre de médicaments à calculer pour le mois, parce que je suis partie 1 mois, donc il fallait calculer, et c'était pour moi la priorité. C'était pas tant les vêtements, le maillot de bain, tout ça, non. C'était surtout ma priorité, c'était les médicaments, parce que je me voyais pas être en panne d'anti-rejet ou d'autres médicaments. Donc voilà, il y a toute une préparation à faire, mais je pense que la priorité, c'est avant tout les médicaments. Avant, je n'aimais pas du tout les pommes. D'accord ? Je n'aimais pas croquer les pommes, je n'aimais pas les pommes. Je triais les pommes dans une salade de fruits. Depuis ma greffe, je mange des pommes. Je croque les pommes. Je ne sais pas si c'est lié
Mais en fait, ça m'a surpris de manger des pommes et je me suis demandé aussi si mon donneur aimait les pommes. Je sais pas. Voilà, ça m'est venu comme ça. Et d'ailleurs, la tendance est en décoration, parce que j'aime beaucoup la décoration, les petites pommes en décoration. Et j'ai décidé, en hommage à mon donneur, je ne sais pas du tout si c'est lié ou pas, à mettre une pomme dans mon salon, dans ma cuisine, pour un petit clin d'œil. Une fois que j'approchais des 1 an, parce que c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué, cette date, et puis les circonstances m'ont beaucoup marqué. Surtout, j'insiste aussi sur le fait que l'accueil ici à Paul Brousse, auprès des infirmières, mais ma mère en a été bouleversée en fait, parce que les infirmières, donc à force, elles me connaissaient et elles m'ont accueillie à 23h30, mais avec une joie, et elles m'ont accueillie les bras ouverts, mais comme si elles accueillaient un membre de leur famille. Et elles étaient tellement contentes parce qu'elles me voyaient à chaque fois venir être hospitalisée et puis souffrir et avoir mal et être pas bien, qu'elles me disaient on priera pour vous pour que vous ayez une greffe très vite. Et quand elles m'ont accueillie en bas, ça m'a tellement touchée, ça m'a tellement bouleversée, que je peux pas oublier cette date-là. Et donc, je disais à mon entourage, et surtout à mon mari et à mes enfants, il faut qu'on fête les 1 an. J'ai été greffée, je suis une nouvelle femme, je suis une nouvelle... Voilà, j'ai changé, donc il faut qu'on fête. Et pour ce, j'ai demandé à mon mari de m'acheter un cadeau qui marquait le coup. Alors, c'était pas un bijou, c'était pas des chaussures, c'était une cafetière. Et du coup, mes enfants aussi m'ont fait la surprise et m'ont remis un très beau collier pour marquer en fait ces 1 an de greffe. Et j'espère d'autres années qui vont venir de cette deuxième naissance. Et du coup, je demanderai à chaque date anniversaire un cadeau. Voilà. Transplanté, c'est un podcast proposé par le Centre hépatobiliaire de l'hôpital Paul Brousse APHP. C'est une idée originale de Thomas Bréard, infirmier de coordination, et Aurélien Stocco, chargé de communication de l'hôpital. Nous remercions particulièrement les patients pour leurs témoignages si précieux, Dr Léa Duhaut, Dr Daniel Pietraz ainsi que Ghislaine Billard du Centre hépatobiliaire pour leur participation. Nous remercions aussi le professeur Audrey Quali et le professeur Daniel Cherki pour nous avoir permis d'enregistrer ce podcast au sein de leur service. Nous remercions aussi Alexandra Cocard, infirmière en hôpital de jour du Centre hépatobiliaire, avec qui les entretiens ont été enregistrés. Prise de son, musique, montage et mixage, Aurélien Stocco.